par cette table ronde. Donc, merci à Yann de nous avoir rejoints pour cette table. Alors, Mohamed qui va intervenir tout à l'heure pour présenter Dassault Systèmes. Il y a aussi Thierry qui est intervenu tout à l'heure, et puis Johan. Donc, ce seront nos commentateurs, on va dire, pour cette table ronde. Je vais tout de suite laisser la parole à Mohamed pour nous présenter Dassault. Dassault Systèmes. Alors, pas forcément sur Dassault Systèmes, parce que tout le monde connaît, je pense, Dassault Systèmes, mais peut-être spécifiquement sur l'aspect plus jumeau numérique et comment, en fait, Dassault Systèmes intervient sur cet aspect-là. Donc, bonjour, en attendant, je me présente. Donc, je m'appelle Mohamed Tahiri Jodoté, je suis directeur des équipes avant-vente, ce qu'on appelle les équipes avant-vente chez Dassault Systèmes pour la brand Delmia. Comme je vais vous le présenter, Dassault, on est plusieurs brands, marques. La plus connue, c'est Katia, SolidWorks, mais on a 10 autres, donc 12 au total. Et je fais partie de la brand Delmia, qui est sur la partie manufacturing. Donc, pour résumer, Dassault Systèmes, ça fait 40 ans qu'on existe, on est une boîte française. Depuis le début, notre raison d'être, c'est de créer des modèles 3D pour virtualiser la réalité. Et depuis le début, on était dans la 3D, d'aller du produit jusqu'à la gestion de cycle de vie du produit, et aujourd'hui jusqu'à la chaîne d'exécution et d'opération d'exploitation. Donc, sur toute cette chaîne-là, on a ce qu'on appelle le jumeau numérique, comme ça a été expliqué ce matin, jumeau numérique produit, le jumeau numérique engineering, jumeau numérique supply chain et le jumeau numérique exploitation, opération. Voilà, donc comme je vous disais, on est plus de 20 000 développeurs, chercheurs de 140 nationalités. On a 69 laboratoires de recherche un peu partout dans le monde, de recherche et développement, et on sert plus de 270 000 clients dans le monde. Donc je parlais de nos 12 marques. Quand vous voyez ici, notre solution s'appelle la 3D Experience Platform, et tout est basé sur cet espace collaboratif depuis l'idée du produit jusqu'à, encore une fois, l'exécution, la fabrication et l'exploitation de ce produit. Et donc ça s'articule autour de 4 pôles, si vous voulez. La partie 3D, donc la modélisation, la partie collaborative et social, ce qu'on appelle, et la partie analytics et information, donc là on parle de la data et de l'IoT, et la partie virtuelle et réelle avec Delmia, Simulia et 3D. On sert plus de 11 industries, les 11 industries qu'on peut connaître, de l'aérospace and defense, l'automobile, lifestyle, high-tech, toutes les industries qu'on peut imaginer, du discrete, du process, toutes les industries. Et une grosse partie de notre revenu, de nos marges, est réinvestie tous les ans dans la recherche et le développement. Et nous croyons, on a une croyance forte, c'est que encore une fois, on est une entreprise à vocation. On pense que la 3D est là pour étendre et améliorer la réalité. Et tous nos développements sont axés là-dessus. Donc, comme je vous l'expliquais, on a 40 ans. On a commencé par le 3D design et on a évolué vers le mock-up. Et le premier avion 777 de Boeing a été développé entièrement sur nos plateformes. Et la simulation de cet avion-là. Ensuite, on est allé vers la gestion du cycle de vie de produits, et on arrive à la plateforme la 3D Experience Platform, qui communalise, j'ai envie de dire, ou qui agrège toutes ces informations au même endroit pour aider à la collaboration et la continuité de l'information, de la modélisation, encore une fois, jusqu'à l'exploitation. Et notre ambition, c'est de faire ce virtual 3D Experience Twin, on l'appelle nous, qui est appelé Digital Twin ou Virtual Twin. On a l'ambition, et ça c'est sur du long terme, on a l'ambition de digitaliser l'être humain dans le futur. Donc pour revenir au sujet du jour, le jumeau numérique, pour nous, le monde virtuel, encore une fois, le monde virtuel va pas copier, pas simuler seulement le monde réel, mais va l'étendre. On va prendre le modèle 3D du produit, on va le mettre dans l'environnement, dans le contexte dans lequel il va évoluer, et on va essayer d'avoir les réactions prédictives, les réactions attendues de ce produit-là, avant même de le mettre sur le terrain.
Et une fois que ce produit a été modélisé et simulé, on le pousse dans le réel, ce qu'on appelle le virtual commissioning, et on garde le lien avec l'IoT et la connexion avec le terrain pour continuellement améliorer le fonctionnement de ce produit dans son contexte. Et cela, encore une fois, il n'y a pas un seul digital twin, il n'y a pas un seul virtual twin. Ça a été expliqué depuis ce matin. Il y a du virtual twin, du sales, du supply chain, de l'engineering, de la R&D, du process qu'on va utiliser pour produire le produit et bien sûr des opérations qui vont nous servir à produire le produit. Donc, planifier des opérations, le layout de l'usine qui va produire ces produits, les simulations des machines, des robots, des cobots, des AMR, les automated robots, et la simulation des flux dans l'atelier et en dehors de l'atelier. Et donc tout ça dans une seule plateforme. Et c'est réellement notre positionnement, c'est de fournir une seule plateforme qui permet de faire toutes ces applications. C'est un exemple de, je ne sais pas si l'usine, voilà, si la vidéo est lancée. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut voir, donc ce qui a été montré à peu près ce matin par Alfie Technologies. Là, on voit dans le contexte industriel la modélisation des assets, des produits, des humains, des opérateurs qui produisent, avec les retours d'informations terrain en temps réel ou quasi réel, comme c'est expliqué par Thierry Rimassé. On ne peut pas avoir du temps réel, mais du quasi-temps réel, mais on voit tout dans un monde virtuel, ce qui nous permet d'avoir un contrôle à distance, et ça c'est la tendance de ces derniers mois, des dernières années. Et on a besoin de savoir ce qui se passe sur les sites de production, pouvoir réagir à ce qui se passe sur les sites de production à distance. Et donc là, dans un environnement unique, on a toutes les informations, les simulations, mais aussi le retour terrain pour pouvoir agir dessus. C'est bon pour moi, si c'est bon pour vous. Très bien, parfait. Merci, merci Mohamed. Bien, donc cette table ronde, on a souhaité la structurer en deux parties, en deux temps. Un premier temps, on va essayer de revenir sur les concepts, sur les définitions du jumeau numérique, mais surtout sur les usages, on va le voir dans une première partie. Et puis en deuxième partie, on viendra sur les facteurs clés de succès, en fait, d'intégration, développement ou déploiement de jumeaux numériques. Alors on va essayer de répartir ces deux thèmes à peu près pour les mêmes temps. Je vais me permettre de couper, je vais revenir sur... Alors, déjà... Déjà, je vous remercie tous pour vos définitions, vos apports. Alors, chacun, en fait, est égalé un petit peu de sa définition. C'est vrai que Johan, c'était sur le jumeau numérique 3D versus jumeau numérique sensoriel. On a vu des aspects sur le produit, enfin le jumeau numérique produit, le jumeau numérique production, performance. Là, on en a introduit avec Mohamed le jumeau numérique entreprise, finalement, avec une vision plus globale. J'ai bien aimé aussi l'approche de Bruno sur les trois niveaux, avec le premier niveau, le modèle digital, ensuite le deuxième avec l'ombre digitale pour aller jusqu'au jumeau numérique. Donc tout ça, en fait, on voit qu'il y a différentes approches. Alors, moi, ma vision de ça, c'est que finalement, je ne sais pas s'il faut qu'on se batte sur les définitions, mais j'ai l'impression en fait, que ce qui est bien plus important au-delà de ça, c'est de bien travailler les usages, d'être bien en phase sur les usages qu'on peut attendre de ce type de système, et aussi sur les performances qu'on peut en attendre. Alors, je ne sais pas si c'est une vision que vous partagez. Johan ? Yann, pardon. J'ai un problème avec les prénoms, je suis désolé. Non, il ne marche pas, n'est-ce pas? Ce petit bouton rouge qui est dans... Un petit bouton rouge. C'est bon, ça doit être bon. Ça marche. Oui, en fait, je pense que au-delà de la définition, on a des développements qui dépendent des cas d'usage. Donc, on va effectivement pas faire les mêmes calculs quand il s'agit de travailler sur une pièce, sur un process, sur une machine ou sur un ensemble beaucoup plus complexe. On en a au travers des expériences qui ont été partagées. On voit que on a des définitions et des cas d'usage très variés. En ce qui concerne, donc nous, on n'est pas un fabricant de logiciels, hein, nous, on est vraiment un fabricant de machines.
J'utilise SolidWorks pour les machines, et sur SolidWorks, eh bien, effectivement, on va travailler sur on va faire des travaux de déformation de pièces ou de machines. Donc on va dire, on fait déjà un premier cas d'usage sur le jumeau numérique, finalement, qui est assez connu, hein, la déformation de pièces ou en fonction des charges, ou la cinématique d'une machine en fonction des charges. Ça, c'est un premier sujet. Et puis après, on va sur d'autres niveaux. Moi, j'ai pas évoqué un sujet, mais j'ai vu qu'on parlait de Karma. Je ne sais plus si c'est PTC ou Delmia, Karmat ou Siemens. Enfin voilà, je pense que vous avez tous travaillé dessus, mais Karmat, voilà, on en a fait également des jumeaux numériques sur des pièces qui ont une utilisation physiologique. Donc encore une fois, il y a autant de jumeaux numériques que de calculs et de simulations dans les cas d'usage différents qu'on a vus. Est-ce que, peut-être Johan, donc, Pour moi, le jumeau numérique, c'est vraiment la finalité, c'est la réutilisation en conditions opérationnelles. C'est pour ça qu'on appelle ça un jumeau numérique. Un modèle numérique, on en fait depuis 20 ans avec les éléments finis, avec les environnements en CAO. Les bureaux d'études, les designers utilisent des solutions logicielles de digitalisation depuis très longtemps. Pour moi, la définition du jumeau numérique, c'est pouvoir accompagner en conditions opérationnelles, en temps réel, la prise de décision, et donc de compléter la donnée avec un modèle virtuel qui va être réutilisé, implémenté en conditions opérationnelles et donc en temps réel. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça jumeau numérique et pas modèle numérique. C'est plutôt ça ma définition. alors, est-ce que en fait, cette notion de temps réel, finalement, par rapport au jumeau numérique, elle est si importante que ça? Parce que finalement, ça va plutôt dépendre du type de décision qu'on a à prendre. Parce que oui, évidemment, il va falloir adapter ce modèle en fonction de la personne qui va vouloir l'utiliser, en fonction de l'information que cette personne et son rôle. Donc de la personne, ou peut-être plutôt du process, enfin, ou de alors pas du jumeau, mais cette fois-ci de l'objet réel qu'on doit évidemment, j'ai parlé dans ma présentation de virtual sensor, de capteurs virtuels. C'est toutes les informations qu'on ne sait pas mesurer. Il y a plein d'informations qui nous intéressent pour être prédictifs, qui nous intéressent pour pouvoir anticiper une défaillance, pour être le plus proche possible de la réalité, que je ne sais pas mesurer. Et ce jumeau numérique va nous aider à pouvoir l'appréhender, à pouvoir la traiter en temps réel. Et donc c'est pour moi la vue du jumeau numérique. C'est d'aller au-delà du modèle virtuel et comment je l'adapte, ce modèle que j'ai développé dans mes bureaux d'études, que j'ai développé au niveau de la production ou du produit, et comment je l'adapte pour réutiliser en conditions opérationnelles. Voilà. Je ne sais pas si vous partagez. Si, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que j'ai essayé de présenter, ça correspond un peu à ce que vient d'être dit. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quand on parle de jumeaux, en fait, il y a deux choses. Il y a le virtuel et le réel. Il faut que les deux existent pour qu'ils soient interopérables entre eux. Donc, effectivement, quand on parle que de modélisation 3D au sens digital, là, on est bien dans la modélisation telle qu'elle a été décrite. On n'est pas encore dans le contexte de digital twin. On est dans un contexte de digital twin connecté sur lui-même, avec des objets qui sont virtuels. L'étape au niveau du process, c'est de connecter le monde physique qui quelquefois existe avant le monde digital. C'est aussi comprendre. Hein. Par exemple, des stations d'épuration, j'en ai parlé. Il y a certaines où j'ai travaillé sur celles qui fournissent l'eau potable à Paris, donc qui piochent dans des pompes qui piochent l'eau de la Seine. Donc, bon, comme ça, on n'a pas envie de la voir quand on en parle. Mais bon, c'est des systèmes qui ont été créés après la guerre, dans les années 49. Juste après la guerre, et donc ces systèmes-là, on imagine bien que déjà d'un point de vue électronique et communication, c'est très empirique, et qu'il n'y a aucune représentation digitale de ça. Donc c'était aussi un des intérêts de ce qu'on a maintenant avec les scanners, etc., pour reconstruire le jumeau numérique, pour l'associer concrètement à cet environnement, ne serait-ce que pour former des gens qui vont continuer de maintenir cette station d'épuration, qui a déjà 40 ans d'exploitation ou plus, et où les automates qui sont à l'intérieur, plus personne ne les maîtrise. C'est-à-dire que quelques personnes les maîtrisent encore, et il est très important de prendre leur savoir-faire, de le repasser à des gens qui vont prendre le relais, même si un jour, ces systèmes anciens disparaîtront. Mais pour l'instant, ils sont là, et des gens vont quitter leur poste pour partir à la retraite. Et il faut aussi capitaliser sur le fait qu'on peut utiliser ce contexte-là pour former des gens sur des produits qui sont éventuellement pas que des produits du futur, mais aussi des produits du passé. Donc il y a cet aspect de connectivité qui est très important. Après, qu'elles soient en temps réel, presque réel, etc., ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'urgence, du type de produit.
Évidemment, si on veut simuler un crash ou des choses comme ça, il vaut mieux le prédire avant qu'il arrive. Mais il y a des équipements où on peut avoir une prédiction qu'on va soumettre 24 heures avec 24 heures de décalage, parce que c'est une information de maintenance simple. Ça, c'est un aspect important. Mais quand on parle de jumeau numérique, ok, on a connecté le monde physique avec son monde digital, mais son monde digital, lui-même, il est dans un écosystème. Si on prend un produit comme une automobile, un avion ou autre, on a besoin de connecter effectivement le moteur ou une partie ou des fonctions de l'avion particulières pour les contrôler, mais aussi on a besoin de prendre en considération des conditions qui sont la météo, les conditions de l'aéroport, le système géographique, etc., etc. C'est-à-dire que le digital twin, c'est pour ça que j'ai parlé de modèle centrique. À un moment donné, lui, il va non seulement connecter le physique, mais il va aussi servir de hub pour connecter tous les autres systèmes autour. Voilà. Donc, là, en fait, au-delà, on a l'impression que enfin, j'espère que c'est pas qu'une impression, que le modèle colle parfaitement en fait à sa réalité. Aujourd'hui, en fait, comment on peut, parce que ça faisait partie des questions tout à l'heure, comment on peut mesurer cette fiabilité, fiabilité ou peut-être fidélité finalement du jumeau par rapport au modèle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors ça rejoint aussi des questionnements tout à l'heure de Bruno et puis d'Amine en fait autour de ces aspects-là. En fait, est-ce qu'on où on en est de la modélisation finalement? Est-ce qu'on a la collection de modèles? Est-ce qu'elle est infinie? Enfin voilà, est-ce que aujourd'hui on s'arrête tout finalement? J'ai envie de dire que l'intelligence aujourd'hui qui donne la solution, elle vient et le fruit des recherches qui sont faites, soit dans les labos de recherche comme j'explique tout à l'heure, soit avec des partenariats comme expliquait M. Massé, avec les universitaires. Nous, on est concentré, je pense, c'est pareil pour mes collègues, on est concentré sur la recherche pour fournir la meilleure solution qui colle au mieux. Par contre, ce qui a été expliqué tout à l'heure aussi, c'est qu'on ne peut pas savoir la fiabilité ou connaître la fiabilité sans connecter avec la réalité et mesurer la réalité. Si on n'a pas ce retour du terrain et continuellement l'améliorer, faire ces feedback loops, ce qu'on appelle la feedback loop, on n'améliorerait jamais le modèle virtuel. Et par ailleurs, c'est là où je me pose la question depuis tout à l'heure, on parle de jumeaux numériques. Est-ce qu'on a vraiment raison de parler de jumeaux numériques ou devrons-nous parler de jumeaux virtuels, en quelque sorte, qu'on rapprocherait du réel avec un monde immersif, avec des technologies virtuelles de sensors, d'IoT, et être dans un monde virtuel qui correspond à un monde réel et qu'on essaie de rapprocher tous les deux pour améliorer l'un et l'autre. Et au-delà de ça, je parlais de fiabilité, cette fidélité, elle est mesurée dans vos outils aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peu comme on peut parler de qualité de service dans certains domaines, est-ce que dans le domaine du jumeau numérique, cette fidélité? Alors oui, par certains aspects, c'est-à-dire que par exemple, si on prend une expérience de réalité augmentée, donc c'est un jumeau numérique dans lequel la représentation de l'interface utilisateur combine des informations issues des capteurs et des devices, mais aussi des caméras qui filment l'environnement physique en même temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire apparaître à ce moment-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a modélisé une pièce, un bâtiment, un espace, une machine, et donc on va vouloir positionner quelque chose sur cette machine. À un moment donné, on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Johan, des outils comme des Smart Tools, une visseuse connectée par exemple, savoir où est-ce qu'on la met, quelle valeur de torque on va avoir à appliquer quand on va serrer le boulon, etc. Là, on va mesurer la précision de la façon dont on va prendre l'objet virtuel, puisqu'on va l'avoir virtuellement dans la main, et ou alors on va l'avoir physiquement et on va le positionner sur du virtuel. C'était dans les deux sens que ça marche. Surtout en réalité augmentée. Donc en réalité augmentée, on en a en général le physique dans la main et le virtuel qui apparaît sur l'écran. Et donc il faut positionner correctement l'objet. Donc c'est là qu'on voit les précisions. Donc il y a un certain nombre de précisions dans l'espace qu'on peut obtenir en fonction du matériel. C'est-à-dire que le type de device qu'on va utiliser, l'équipement qu'il va y avoir dans l'espace va être fondamental pour pouvoir décider du niveau de précision que l'on peut obtenir avec le jumeau numérique. Ça c'est aussi une question d'équipement, une question de contexte, une question de lumière. Enfin, il y a plein d'aspects qui entrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec un téléphone portable de nouvelle génération, on a une précision à peu près, quand on est à 1 mètre de l'objet, sur un objet qui fait à peu près 1 mètre, de 0,5 mm. Voilà.
Justement, quelles sont les qualités en fait qu'on peut attendre d'un jumeau numérique? Enfin, quand on définit un projet de jumeau numérique, quelles sont ces qualités qu'on doit définir? Je ne sais pas, Yann, si vous avez sur les projets que vous avez pu aborder, si vous aviez quelques qualités à donner. On parlait de fidélité, de précision, J'ai du mal à répondre à votre question. Moi, ce que je dirais, c'est que l'objectif, c'est de répondre à un besoin du client, que ce soit en termes de fiabilité du process, d'ergonomie. Donc, l'objectif, c'est on essaye de travailler sur les points clés dont on pense qu'ils sont d'une importance sur la ligne de production ou sur le process. Donc, je ne vais pas mettre le même niveau de détail, le même niveau de données sur toutes les parties d'une ligne de production, et on va se focaliser sur quelques points clés qui sont en lien avec les attentes des industriels. Alors, par exemple, si on prend sur une étuve de laine de verre, par exemple, c'est des grosses machines qui font 150 mètres de long, avec une grosse mécanique. Et au fond, les principaux sujets qu'on a sur ces étuves, c'est que il faut huiler la chaîne régulièrement pour que tout ça tourne, et que parfois avec la température qui monte à 360 degrés, il peut y avoir des vapeurs d'huile qui s'enflamment, et il y a des incendies auto-générés régulièrement dans les étuves. Et donc là, le sujet principal du jumeau numérique, ça va être de répondre spécifiquement à cette question. Quelles sont les conditions d'exploitation, les conditions physiques, chimiques qu'il faut qu'on reproduise pour comprendre ce qui se passe et ensuite prédire et prévenir ce type d'incendie. Voilà, donc je dirais que moi, en tant que fabricant de machines, mon objectif, c'est de travailler sur des solutions spécifiques qui vont répondre à des problèmes de mes clients. Et c'est là où c'est ça qui jugera, je dirais, encore une fois, de l'utilité du jumeau. Donc les qualités en fait du jumeau, ce sont celles en fait exigées par l'application réelle de votre client. Donc, pour parler des différents types de représentations que l'on peut obtenir, ça va dépendre du device qu'on utilise. Et actuellement, ce qu'on essaye de faire, quand on a un modèle 3D par exemple, et qu'on va essayer de le diffuser sur un téléphone portable, on va être obligé de réduire sa taille, on va être obligé de le simplifier. Le but, c'est de simplifier la géométrie tout en gardant sa consistance. Il faut que ce qu'on représente l'objet. Donc ça, c'est une des premières fonctions. Après, il y a des choses qui sont faciles à représenter, et où on peut faire de la texture, on peut rajouter des images, enfin, on a tout un tas de méthodes qui font qu'un objet sera visible très proche de la réalité sur un device d'entrée de gamme. Là où c'est plus difficile, c'est quand ça va être sur des conditions thermiques, par exemple, où on veut représenter un flux d'air. Là, on va utiliser d'autres technologies qu'on appelle des shaders, des choses comme ça, où là, il va falloir jouer avec les couleurs pour donner une dimension compréhensible à l'opérateur des aspects température ou des aspects de tous les aspects qu'on peut imaginer sur quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas physique. Donc, ce qui est difficile à représenter, c'est pas le physique, c'est ce qui est pas visuel. Oui, j'ai envie juste d'ajouter, et peut-être à ce que vous avez dit, il y a la fiabilité du modèle virtuel. Il faut qu'il soit le plus fiable possible, parce qu'on ne peut pas se permettre des exemples qui viennent d'être donnés, soit chimiques, soit... Moi, j'ai un cas d'usage où notre client il nous dit, moi j'ai besoin de changer mon process, ou les paramètres de mon process, quand un paramètre extérieur change, la température, l'hygrométrie, parce que j'ai des propriétés chimiques et des mélanges chimiques qui risquent d'exploser si un de ces paramètres change. Et donc on a besoin d'avoir un modèle virtuel vraiment proche de la réalité et fiable en termes de simulation et de prédiction. Et pour moi, c'est les deux critères clés, c'est proche de la réalité et fiable. C'est pour répondre à votre question. Alors, proche de la réalité, c'est un peu comme le temps réel, en fait. C'est une définition assez floue. Mais effectivement, après, il faut définir en fait, justement le critère qui définit est-ce qu'on est suffisamment proche ou pas. Et il faut qu'il y ait un gain aussi pour l'industriel à utiliser les jumeaux numériques. S'il n'y a pas de gain derrière, ça ne sert à rien de développer un jumeau numérique. Alors justement, ça m'intéresse ce point de vue. Donc, en tant qu'industriel, parce que Siemens, c'est un fournisseur de solutions, de solutions software, fournisseur d'automates, mais c'est aussi un industriel. Et donc vous, en fait, en tant qu'industriel, quel est votre point de vue par rapport Aujourd'hui, toutes nos solutions sont éprouvées, approuvées en interne. Donc déjà, c'est un axe fort dans l'utilisation des jumeaux numériques. On a des usines à travers le monde, dans différents domaines que j'ai énumérés tout à l'heure. En France, on en a une à Agno, qui est notre vitrine Industrie 4.0. En Allemagne, on a plein d'usines dans différents
différents secteurs, différents domaines. Et sur l'électronique aujourd'hui, si ça intéresse WeNetwork, on a des showrooms et des vitrines qui montrent comment on optimise au quotidien, parce que chaque jour est différent au niveau de la production. Il y a des aléas tous les jours. Voilà, donc il va falloir gérer, par exemple, une tâche d'huile pour optimiser les trajectoires des AGV. Et ça, le responsable logistique, il doit avoir un outil qui doit lui permettre de prendre une décision très vite. Et donc le jumeau numérique doit lui permettre, via des logiciels de simulation, doit lui permettre d'optimiser ces trajectoires, de revoir complètement son quotidien, son plan de production par rapport à un aléa qui lui change en fait sa vision. Et chaque jour est différent. Et c'est ça en fait, on doit répondre à ça. Le jumeau numérique doit accompagner les industriels à répondre à cette question. Comment chaque jour je vais utiliser le jumeau numérique pour optimiser ma performance et m'accompagner dans la prise de décision. Et aujourd'hui, dans les cas des nouveaux développements, si on prend un nouveau développement d'un automate, est-ce qu'on va partir en fait du jumeau du produit pour aller jusqu'au jumeau fait en fabrication de ce produit-là? Alors, représenter l'automate dans un jumeau numérique de l'outil de production, c'est essentiel, parce que c'est l'intelligence de l'usine. Donc, cet aspect virtual commissioning, est crucial quand on veut agir sur la production. Donc, maîtriser l'automate et la loi automate, c'est quelque chose d'indispensable dans la maîtrise de son outil de production à différents niveaux, usine, ligne ou machine. Et donc aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Et à ce propos, on travaille aussi avec les universitaires. On a un Digital Experience Center avec le CEA à Saclay. Donc vous pouvez venir visiter, où on expose des cas concrets d'utilisation du jumeau numérique en conditions opérationnelles et qu'on co-développe avec le CEA. Donc CEA qui est un organisme reconnu en termes de recherche. Donc on n'est pas seulement un industriel, on travaille aussi avec des chercheurs. Et donc voilà, à Saclay, vous avez tout un showroom spécifique sur cet aspect traitement de la donnée et connexion avec le jumeau numérique. Et au-delà du CEA, en fait, sur vos sites industriels, on peut aussi visiter. Oui, bien sûr, oui. Après, il y a un site à Agno, il y a des sites en Allemagne, après il y a des sites dédiés sur différentes thématiques, parce que le champ d'activité est très très large. Donc sur l'additive manufacturing, par exemple, on a un showroom spécifique de la phase de conception jusqu'à la phase de fabrication, où vous pouvez balayer l'entièreté des étapes successives. Et donc vous avez en fonction de votre domaine et de votre sujet d'intérêt, vous pouvez me contacter, on organisera une visite spécifique par rapport à votre besoin. Alors, quand on a préparé la table ronde, il y avait un autre usage, il y a l'usage, les différents usages qu'on a abordés au cours de cette table ronde. Il y avait aussi un usage sur la RSE en fait, autour de cas d'application en fait, justement du jumeau numérique pour améliorer cette maîtrise RSE. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelques mots. Ce que vous appelez RSE, c'est la partie environnement, enfin sociétale, environnementale. Oui, carbone footprint aujourd'hui, tous les industriels regardent de manière assez scrute, de manière assez avancée, tout ce qui est énergétique, consommation énergétique de leur outil de production. C'est vrai que Siemens met un point fort et a annoncé hier, je crois, le fait d'avoir une solution packagée qui va permettre d'accompagner toutes les industries dans la maîtrise et dans l'analyse de leur consommation énergétique dans le but d'optimiser la performance. Et cette notion de carbone footprint n'est pas mono-industrie, mais multi-industrie aujourd'hui. On sait que ça fait partie des challenges de l'ensemble des industriels, pas que français. Et donc Siemens participe à accompagner nos clients pour bien comprendre. Et c'est de la data, c'est associé à un jumeau numérique parce qu'on ne peut pas tout mesurer. Après, il y a différents niveaux de précision, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut savoir comment on veut instrumenter cette information pour pouvoir accompagner nos clients, pour leur permettre d'être beaucoup plus prédictifs et d'améliorer leur empreinte carbone, on va dire. Très bien, merci. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a à ce stade en fait sur la première partie, donc plutôt sur les usages, les définitions du jumeau numérique, est-ce que vous avez des questions, peut-être des précisions que vous souhaiteriez? N'hésitez pas, ça se veut ouvert aussi, donc n'hésitez pas à participer ou voir si vous avez des avis contradictoires. Là aussi, vous pouvez apporter la contradiction. Bien, merci pour cette première partie. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez d'autres précisions à apporter sur cette partie plutôt définition. Je pense que vous avez quand même bien abordé depuis ce matin. On va passer maintenant à la deuxième partie qui était plutôt sur la partie mise en œuvre, finalement. Maintenant, je souhaite intégrer du jumeau numérique sur une partie de mon process, sur une machine, sur un produit. Comment je m'y prends? Yann, je ne sais pas de votre côté, comment vous faites chez Alfie? Définition du besoin peut-être déjà? Oui, alors attention, le jumeau numérique, là je vais parler du client, mais je peux parler aussi du fabricant de machines. Alors je ne sais pas s'il y a des fabricants de machines pour évoquer le sujet. Aussi je parle plutôt du client industriel. Celui dont vous parlez le mieux?
J'essaye de parler aussi bien des deux. Ah. Ce que je peux évoquer, c'est que pour le fabricant de machines, l'enjeu de développer un jumeau numérique, c'est voilà, d'apporter des réponses différenciantes à son offre pour son client industriel et apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Hein. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les éléments que j'ai présentés ce matin. Comment développer un jumeau numérique? Alors, ben là, ça prend quand même un peu plus de temps. Enfin, et sur la partie fabrication de machines, nous, on a développé en fait des bibliothèques de fonctions très détaillées pour ensuite émuler nos automates, hein, parce qu'on est agnostique. On utilise une plateforme extérieure qui n'est ni Siemens ni Dassault d'ailleurs, et qui me permet ensuite d'interchanger, de travailler avec tous les automates. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour développer des bibliothèques. Mais il y a aussi beaucoup de bibliothèques qui existent de base maintenant, je pense, dans les différentes solutions. Donc, la première des choses, c'est sur le fabricant de machines, c'est de travailler en interface avec les solutions qu'on vient d'évoquer pour développer ces bibliothèques de fonctions. Et ensuite, travailler sur son offre de service. Donc, si là, encore une fois, je me place en tant que fabricant de machines, l'idée, c'est de travailler aussi sur son business model et son offre de service qui va avec le développement de ce jumeau numérique. Si on ne développe pas un jumeau numérique pour se faire plaisir, on le développe avec un but précis, c'est de développer son chiffre d'affaires et sa valeur ajoutée auprès d'un client industriel. Donc, c'est de travailler, encore une fois, sur ces différents éléments qu'on vient d'évoquer pour avoir in fine une machine qui soit prise en compte plus simplement par les opérateurs, plus ergonomique, et puis qui soit une machine connectée, intelligente, qui va permettre d'optimiser le process et d'apporter du service et des autodiagnostics aux clients. Donc voilà ce que je peux dire sur dès les le premières fabricant de heures machines. de la conception. En fait, Comment ? c'est dès les premières heures de la conception. On se dit pas à la fin de la conception, bah tiens, finalement. C'est un travail développer parallèle à faire. Hein. Je veux dire, la conception, on l'a vu, c'est le modèle numérique qu'on utilise avec une solution de développement 3D de la machine. Ça, c'est un truc qui existe déjà. Le jumeau numérique, c'est un autre outil qu'on va utiliser pour répondre à des besoins spécifiques qu'on a évoqués. Donc, on peut le faire complètement séparément. Aujourd'hui, on a des collègues fabricants de machines, donc non concurrents. Donc, l'objectif, c'est de s'entraider. Bon, on leur explique comment on a exporté nos modèles SolidWorks en l'espèce, quelles sont les briques technologiques, les bibliothèques de fonctions qu'on a développées, sur quel logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire, et pour qu'ensuite eux choisissent leur propre solution et leur propre bibliothèque, quoi. Donc il y a un vrai travail d'échange à faire, y compris sur des machines existantes. Voilà, donc il n'est jamais trop tard pour développer ces nouvelles fonctions. Et il y a beaucoup de plateformes qui sont relativement agnostiques, qui ne dépendent pas forcément du modèle 3D qu'on a. Hein. Donc on peut passer de SolidWorks vers une Siemens ou j'imagine, de Siemens vers les plateformes 3D Experience. Enfin, on a tout qui existe. Nous, en tant que fabricant de machines, c'est de partager un peu notre retour d'expérience sur ces différentes plateformes, quoi. Voilà. Un point clé, donc en fait, c'est cette notion de service. C'est de bien définir en fait le service que l'on veut proposer, que ce soit un client interne d'ailleurs ou externe. Dans votre cas, ça c'est vraiment ça le point crucial finalement. Oui, c'est ça. C'est encore une fois l'objectif du jumeau numérique. On l'a vu, c'est d'apporter des nouveaux services aux clients industriels ou pour le client industriel d'avoir des informations qui enrichissent son exploitation, qui lui permettent de gagner des gains de productivité. On l'a vu sur le CIP, sur donc les autres process ou sur les temps de consommation. Donc, en fonction des problématiques qu'on rencontre, on va développer des briques techno, qu'on va dire jumeau numérique, mais à chaque fois on sera sur des briques techno, hein, parce qu'on va pas faire, on va faire dans un cas de la thermique, une autre fois de l'aérolique, et chaque fois on va utiliser des briques différentes pour répondre à une problématique de données, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Mohamed, peut-être. Oui, donc moi, ce que je voulais dire, c'est que adopter le jumeau numérique ou le jumeau virtuel, c'est une aventure. Hein. On commence pas à faire le jumeau numérique comme ça a été expliqué. On peut pas partir d'un modèle 3D. Et par contre, il faut avoir une envie de transformation digitale si on n'a pas du tout de moyens digitaux dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il faut justement? C'est quoi les moyens minimums? Je pense qu'il faut un accompagnement. C'est là où je pense qu'il ne faut pas partir avec un éditeur de logiciel ou simplement pour avoir une solution qui fait le modèle 3D, mais avoir
toute la réflexion qui va autour du service, du besoin finalement de ce que je veux faire avec ce Virtual Twin. Et nous, on a commencé à proposer certaines solutions. Je ne parle pas d'accompagnement, mais je parle de ce qui a été dit aussi par rapport au RSE ou la santé au travail. On peut commencer aujourd'hui à faire des virtual twins en scannant les usines. Si on part d'un site existant ou d'une ligne existante, on peut faire des scans de l'usine, l'importer le nuage de points dans une solution 3D, on sort le modèle 3D de la machine ou de la ligne, et on va simuler ou modéliser l'ergonomie que les opérateurs veulent, comme ça a été montré dans votre solution ce matin. Est-ce que ce qui fait, ou le positionnement sur la ligne est conforme aux règles d'ergonomie et de sécurité, et on peut commencer brique par brique, mais il faut avoir en tête que c'est une aventure et qu'il faut être accompagné et y réfléchir sérieusement. Oui, dans le sens aventure, c'est pas forcément le risque, mais c'est plutôt le parcours en fait jalonné. Voilà, exactement. Oui. Alors, parce que je vais ajouter une dimension un peu différente par rapport à cette approche et au retour d'expérience que l'on a. Donc, en général, la volonté des gens ou des industriels d'aller vers la transformation digitale, qui a effectivement un impact non négligeable sur les organisations, ne serait-ce que la convergence IT-OT par exemple, hein. Mais c'est avant tout lié à un modèle financier. Un modèle financier qui est un constructeur, qui par exemple est un OEM, qui construit, qui design, qui fabrique, qui maintient en condition opérationnelle son produit, jusqu'à son démantèlement. Lui, il a un cycle complet. Après, tous les industriels ne sont pas à ce type-là. Mais cet industriel peut très bien dire « j'ai envie de me diversifier ». Et en fait, le produit que je crée, il est revendu par des tiers, par des partenaires. Et ces partenaires, je veux leur offrir un certain nombre d'informations qui vont leur permettre de créer des services complémentaires à mon offre pour apporter de la valeur quelque part sur mon produit. C'est-à-dire que de plus en plus, même les industriels, même les OEM qui construisent des produits et qui les conçoivent et qui les fabriquent, etc., ils cherchent à trouver un modèle dans lequel ils peuvent gagner davantage d'argent en vendant du service. C'est le cas dans l'aéronautique, par exemple, avec la volonté de constructeurs aéronautiques, je ne vais pas citer de nom, vous savez d'où je viens, donc bon, d'attaquer un peu le marché du MRO, parce que c'est quand même un marché qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc ça serait quand même une manne financière assez intéressante, ce qui nécessite évidemment un certain nombre d'aspects très intéressants qu'eux peuvent maîtriser, mais pas forcément les gens qui entretiennent les produits. Je donne un exemple. Un avion qui vole, le constructeur, à l'origine, il ne connaît pas forcément sa configuration, parce qu'elle a pu évoluer par l'airline. Donc l'intérêt, alors même si il va dicter un certain nombre de prérequis qui sont des consignes de sécurité par rapport aux produits que les gens doivent appliquer. L'idée, ça serait aussi de donner des éléments à un écosystème de partenaires pour aboutir à un modèle financier où les gens n'achètent pas le produit, déjà le louent et souscrivent dessus. Et donc on arrive dans un modèle d'abonnement. Et c'est ça et ce modèle d'abonnement, c'est vraiment ce qui est tendance aujourd'hui. Et que ce soit des gens qui fabriquent des produits ou des éditeurs de logiciels comme PTC ou comme Dassault ou comme Siemens, de plus en plus, ce que l'on fournit, c'est des solutions où les gens s'abonnent à des services. Donc effectivement, derrière ces services, on va construire ces building blocks qui ont été présentés par Ariane. Nous, de plus en plus, on va prendre ce savoir-faire, on va créer des building blocks, et avec ça, on va faire des solutions, on va dire, des accélérateurs paramétrables pour les gens, pour qu'ils puissent les adapter dans leurs conditions à un produit particulier, dans un contexte commercial particulier. Et donc c'est tout l'intérêt de l'éditeur de construire quelque chose de suffisamment modulaire, flexible et adaptable pour que ça adresse la plus vaste catégorie d'industriels. C'est ça l'approche aujourd'hui. Ouais, je suis convaincu de cette approche aussi, d'un point de vue environnemental, ne serait-ce que sur ce point-là, hein, puisque là on a tout intérêt en fait à faire un produit qui dure, et on n'est plus dans l'obsolescence programmée, quoi. Donc, un avion, ça a une durée de 70 ans. Vertueuse. Très bien, merci. Johan, peut-être
Oui, non, moi je vais rejoindre ce que mes collègues ont dit, hein. L'objectif, c'est d'assurer un taux de disponibilité encore meilleur. Et donc, le fabricant de machines va vouloir fournir en complément de son modèle réel, un modèle virtuel qui va permettre à l'industriel de pouvoir assurer un taux de disponibilité encore plus grand. Et donc, c'est ça aussi, avec un package service associé pour assurer cette maintenance et accompagner son client dans la prise en main du produit et pouvoir lui assurer une durée de vie et une utilisation optimum. Alors pour revenir sur la démarche, parce que tout à l'heure vous avez présenté une démarche en 5 étapes, il me semble. Si on peut revenir un petit peu là-dessus rapidement. Ça c'est typiquement ce que vous mettez en place chez vos clients. Oui, c'est ce qu'on essaie de mettre en place sur nos clients, parce que le jumeau numérique, c'est une combinaison de la data, de l'existant, du modèle virtuel, de l'IA. Et donc on doit aussi, en fonction du besoin du client, de sa typologie, de son industrie, pouvoir réfléchir avec lui et mettre en place toute une organisation, un accompagnement du service avec Siemens ou avec nos partenaires. On a des partenaires dans différents domaines industriels pour pouvoir réfléchir et se mettre autour d'une table et mieux appréhender toute cette notion d'exploitation de la donnée, parce que j'associe ça aussi à l'exploitation de la donnée. Et est-ce que la donnée n'est pas suffisante aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'aller la compléter? Et donc ces 5 étapes, elles ne sont pas nécessaires, absolument nécessaires, mais voilà, elles vont permettre d'aller réfléchir ensemble avec l'industriel pour pouvoir optimiser et développer un modèle numérique, un jumeau numérique qui va lui permettre d'améliorer sa performance et tout ce qui va avec. Et ensuite, en fait, là, on voit ces 5 étapes, parce que c'est une démarche petit pas. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je me dis tout de suite, enfin, si demain j'ai l'ambition d'avoir un jumeau numérique de mon atelier complet, est-ce que je vais tout de suite aller vers l'atelier complet? Non, il faut y aller step ou est-ce by que step. j'y vais sur la première machine Il faut y aller étape par étape et essayer de commencer par une première machine, l'instrumenter, la développer, la comprendre, celle qui est la plus problématique évidemment dans une usine. On sait en général, hein, l'expérience aussi est importante, hein, l'expérience des opérateurs qui travaillent au quotidien. Le logiciel ne fait pas tout, il faut aussi discuter avec l'industriel, et cette casquette industrielle et la compréhension et la connaissance du technicien qui travaille au quotidien derrière cette machine va être importante aussi dans le développement du processus. Et donc il faut y aller step by step et commencer par une machine qui est la plus problématique, on va dire, sur sa ligne. Et après envisager d'aller plus loin. Et ça fait partie de vos compétences en fait, d'aider en fait ou d'accompagner l'industriel, enfin, ou déjà de l'aider à identifier la partie qui sera la plus sensible, qui aura peut-être le ROI le plus rapide aussi. Yann, je vais peut-être répondre sur ce point. Enfin, c'est là où je vais mettre un pavé dans la mare, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui veut travailler sur ce sujet-là. Hein, Ouais, c'est un gros bloc béton. Mais le vrai sujet, c'est de dire, il y a plein de partenaires qui veulent aller là-dessus. C'est ce que je disais dans ma conclusion. Vous avez des startups qui vont aller là-dessus, qui disent spécialistes de l'intelligence artificielle. Vous avez des grands acteurs. Voilà, j'en ai les 3 principaux qui sont à ma gauche. Et puis vous avez des petits fabricants de machines comme moi. Et au fond, chacun essaye de pousser un peu ce type de solution. Avec des bénéfices pour les industriels qui sont différents et probablement complémentaires. J'ai tendance à penser que aujourd'hui, quand on connaît le process du client, parce qu'on a fabriqué la machine, on sait déjà quels sont les points de vigilance, quoi, et donc on apporte probablement un regard, une analyse plus rapide et plus précise des besoins du client. En tout cas sur les machines et les lignes qu'on produit, ça me paraît assez clair. Néanmoins, on n'a pas forcément toutes les compétences et tous les savoir-faire. Donc pour moi, l'objectif, c'est de travailler aussi dans un écosystème, quoi. Donc chacun veut se faire une place, mais je pense que la bonne approche, c'est probablement d'avoir une approche aussi assez collaborative avec justement, si Alfie Technologies travaille avec son fournisseur de logiciels, d'avoir une approche commune, d'avoir des co-développements ensemble pour aller apporter la solution ensemble aux clients. Voilà. Et donc c'est un message aussi que je fais passer, parce que parfois je vais voir des grands comptes. Et pour les grands comptes, j'ai plus de mal. Aujourd'hui, on me dit mais c'est quoi le scale-up de votre solution? Et donc parfois, ils vont s'adresser directement à un Siemens ou un Dassault ou un PTC. Et au fond, et nous, on se fait sortir du marché, quoi. Alors qu'en fait, on apporte une approche assez complémentaire. Et je pense que ce qu'il faut, c'est arriver plutôt sur des approches, encore une fois, collaboratives, dans un écosystème où, main dans la main, l'éditeur de logiciels avec sa puissance de frappe, et puis le fabricant de machines avec son savoir-faire et sa connaissance du process, apporte une solution complémentaire où chacun y gagne. Voilà, et donc c'est peut-être le message que je fais passer aussi à
aux 3 personnes à gauche. Mais je suis sûr qu'ils travaillent déjà comme ça, mais de temps en temps, je connais des cas où ça pourrait s'améliorer. Ouais, c'est bien de le rappeler, ça fait pas de mal. J'allais le dire, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est une philosophie qui a changé chez nous, où on est vraiment ouvert à ce genre de propositions. Il est clair que tant qu'on ne connaît pas le process des gens, on ne sait pas ce qu'on fait. Je suis complètement aligné avec ça. Donc la première chose, c'est comprendre le process. Qui mieux que le constructeur ou l'utilisateur de son environnement connaît son process? Oui, justement, c'est quelle équipe en fait il faut retenir, quelle équipe projet en fait il faut retenir autour d'un C'est projet une équipe qui comprend des gens de divers horizons, qui sont pluridisciplinaires. C'est exactement ça. Et c'est tout l'intérêt de l'approche autour de ces outils-là qui force à un mode agile interdépartement. C'est-à-dire que dès le début du cycle de conception ou du cycle de développement d'une solution en particulier, c'est comprendre le process, c'est quoi le business case, c'est quoi les use cases que je veux traiter, sous quelle forme, sous quel process, avec quel profil de personnes. Ces profils-là font forcément partie de l'équipe qui va étudier la solution. Ensuite, pour dire l'étape après la définition du process et tout le monde aligné sur le process, déjà on parle un peu la même langue. On va dire quelles sont les fonctions dont j'ai besoin pour répondre à ce process. Ensuite, je vais dire comment je les regroupe en applications. Et ensuite, je vais dire comment ces applications, je les mets bien dans une infrastructure. Mais c'est comme de l'architecture, c'est comme quand on construit un bâtiment où il y a plein de corps de métier. À un moment donné, il faut que tous les corps de métier interagissent ensemble. C'est exactement la même chose, que même quand on est éditeur de logiciels, on n'en a pas la science infuse. Et là, je suis complètement aligné avec ça. Voilà. Alors l'analogie est intéressante, mais qui fait l'architecte en fait c'est encore un groupe de personnes. Si on regarde aujourd'hui ce monde-là, pourquoi il y a des associations entre des éditeurs et des gros fournisseurs d'infrastructures? Tout simplement parce qu'ils maîtrisent l'infrastructure. Aujourd'hui, pourquoi il y a un gros partenariat avec Amazon ou avec Azure chez nous? C'est simplement parce que c'est des gens qui maîtrisent le cloud, c'est des gens qui vont maîtriser l'infrastructure, c'est des gens qui vont vous dire, par rapport à ce profil, le nombre d'utilisateurs, le volume de messages qui va passer, le type de réseau, tout ce qu'on peut imaginer derrière, voilà ce qu'il vous faut comme infrastructure. Nous, l'éditeur, on est juste là pour mettre les briques, faire en sorte qu'elles correspondent, qu'elles respectent les protocoles, qu'elles respectent l'environnement sans le dégrader. C'est tout. Donc c'est un écosystème, mode agile, c'est ce qu'il faut retenir. Tous les projets que l'on crée, que ce soit pour connecter une petite pièce, un petit capteur de température ou un moteur d'avion, c'est toujours un gros groupe de personnes qui travaillent ensemble. Mais pas en séquentiel, ensemble. Mohamed, peut-être Yoann, une réaction par rapport à l'équipe projet justement à mobiliser? Non, je suis aligné par rapport à ce qui a été dit. Pour moi, il faut une approche collaborative. Et généralement, ce qu'on voit, c'est qu'en amont du projet, l'industriel se fait conseiller généralement par des gros acteurs du conseil, que ce soit Accenture, Capgemini ou Deloitte ou d'autres, pour définir le besoin et la finalité de ce projet. Parce que quand on fait, je parle des grands comptes évidemment, quand je fais ce projet-là, c'est pour un but défini, bien sûr. Il y a des retours sur investissement, mais il y a aussi d'autres enjeux environnementaux ou sociétaux qui peuvent être en jeu. Donc, il se fait accompagner et du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se mettre en collaboration avec cette boîte de conseil, avec des représentants de chaque métier ou de chaque sous-métier de l'industriel pour comprendre le besoin, essayer de proposer les meilleures solutions et les meilleurs séquencements pour arriver à la solution, parce qu'encore une fois, on ne fait pas du tout de suite. Donc il faut aller étape par étape. Et parmi ces, même si on a besoin, bien sûr, du constructeur de machines, on a aussi besoin de comprendre l'environnement dans lequel évolue cette machine. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi des opérateurs qui soient autour de la table, ce qu'on appelle les key users. On définit les use cases avec eux, on définit après, derrière, les business cases avec ces entreprises de conseil. Donc oui, pour moi, c'est pluridisciplinaire et surtout collaboratif. Yoann? Non, aligné, pas de souci. Bien, avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres interrogations? Jean-Christophe? Par contre, je ne peux pas te... J'allais te l'enlever, mais je crois que j'aurais pas été à un moment donné débranché. Merci. Mais je voulais juste faire une petite réaction. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Juvin, moi je travaille pour les services économiques de l'État en région. Pour faire simple, on va dire que c'est le prolongement du ministère de l'Industrie en région.
Donc parmi nos actions, il y a effectivement donc l'implémentation d'un certain nombre de mesures en faveur de l'industrie. Puis il y a aussi le souci de défendre aussi les intérêts de l'industrie française. Et voilà, un des enjeux aussi que je perçois dans la numérisation de plus en plus de choses, et c'est une excellente chose. Enfin, on voit bien que c'est un énorme gain pour la compétitivité de l'industrie. Mais c'est aussi une vigilance, moi aussi, sur la fuite potentielle de données, la perte de données. J'ai entendu parler par exemple de cloud, de partenariats par exemple avec Amazon, qui sont des gros faiseurs américains, etc. Voilà, donc c'est pas pour les diaboliser. Parfois, on est obligé de passer par eux, mais il y a, je pense aussi, une vigilance, une prise de conscience à avoir. Si on envoie toutes ces données, qui peuvent être des données très importantes sur une entreprise, des données très précieuses, et bien déjà, voilà, il y a les dangers de cyberattaques, les dangers aussi de fuite de données, et puis même si c'est encore à l'heure actuelle peut-être un vœu pieux, c'est de passer essayer de se passer de plus en plus des solutions clés en main fournies par des grands acteurs américains, mais qui peuvent nous pomper toutes nos données. Voilà. Donc, si on peut aussi, autant que possible, garder les données en local, essayer de les traiter le plus près de l'objet pour qu'il y ait moins de flux de données, etc., c'est une bonne chose, je pense. Voilà. Donc puisque c'est moi l'américain, c'est moi qui réponds. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Je dis juste, il n'y a aucun procès, hein, vous inquiétez pas. Hein, effectivement, comme c'est vous l'américain de service. Non mais bon, en plus, je me suis occupé, j'étais architecte pour la défense, donc je connais un petit peu le problème. Donc effectivement, la souveraineté du cloud, c'est un sujet qui est d'actualité. Il est clair qu'aujourd'hui, j'ai mentionné des gens qui sont des gros du cloud, qui sont des acteurs américains. Enfin, malheureusement pour nous, ils sont américains. Mais ils sont capables aussi de gérer l'information localement sur le territoire. Ça, c'est une première chose. Donc il y a une façon de contrôler physiquement ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, il y a aussi des projets de souveraineté, comme ça a été annoncé au niveau de l'Europe. Il y en a un qui s'appelle Bleu, je ne sais pas si vous le connaissez. D'accord, donc évidemment qu'on essaye de comprendre comment on peut s'intégrer là-dedans, même quand on est américain. Parce que nous, en fait, en tant qu'éditeur de logiciels, la donnée, on va la protéger, on va vérifier que les logiciels qu'on crée n'ont pas de failles pour que des gens fassent des attaques de cybersécurité à travers nos logiciels dans le but de capturer vos données. Donc évidemment, ça c'est un travail au quotidien d'un éditeur et c'est important. Et ça c'est ce qu'on fait. Après, effectivement, on a des couches de partenariat avec des gens qui fournissent de l'infrastructure parce qu'ils sont capables de vous dire, vous choisissez la région, vous voulez combien de serveurs, je veux une architecture élastique, à un moment donné j'avais besoin de tant de clusters, j'en veux tant de plus ou tant de moins. Tout ça c'est dynamique et ça se fait en quelques minutes parce que toute l'infrastructure existe déjà. Dès que l'équivalent existe en France, on n'a aucun problème pour le faire avec OVH ou avec des boîtes comme ça. Aucun problème. Nous, d'un point de vue technologie, ça ne change rien. Aujourd'hui, c'est simplement les gens, ils maîtrisent physiquement l'infrastructure et les réseaux. C'est tout. Mais il n'y a pas de volonté, en tout cas chez un PTC, de chronophager les données françaises pour les persister dans un serveur aux États-Unis. Ça, non. C'est pas du tout notre vocation. D'ailleurs, on est quand même certifié par la DoD aux États-Unis, mais aussi en France. Parmi nos clients, on a quand même les militaires. Donc, ils sont assez précautionneux quant à leurs données. Et on est par exemple une des sociétés, je suppose avec Dassault et aussi Siemens, qui supporte ce qu'on appelle le National Eyes Only. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à l'information si on n'est pas dans le bâtiment où elle se trouve. C'est-à-dire que bon, il y a des solutions cloud, mais il n'y a pas que des solutions cloud. Et donc, les solutions... Alors, il y a des gens qui ont des plateformes IoT qui ne supportent que du cloud. Ce n'est pas notre cas. Nous, on supporte n'importe quel type d'infrastructure, de l'embarquer, depuis l'embarquer, du on-premise, sur le edge ou sur un serveur qui est chez vous, et ou dans le cloud. Et un ensemble de tout ça. C'est simplement le contexte du produit qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de s'appuyer sur une infrastructure. Et ce n'est pas que l'infrastructure qui persiste l'information. Parlons des réseaux. À un moment donné, vous traversez l'Europe. Vous allez passer d'Orange
Vodafone, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc la problématique, elle n'est pas juste au niveau de la donnée, elle est quand vous avez un environnement où vous êtes obligé, par exemple, d'avoir une itinérance. Oui, puis Donc, elle n'est pas que sur le cloud, elle est effectivement dans les réseaux, elle est de bout en bout. elle en est fait. de bout en bout. Et- Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'éviter qu'il y ait des failles dans nos produits. Et quand on parle de cybersécurité, donc non seulement respecter les protocoles, vérifier un certain nombre de capacités à alerter les gens en avance quand on a détecté une faille. Et ça, c'est aussi une grosse charge pour l'éditeur, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on est toujours à l'écoute des cyberattaques, et dès qu'on en a une qui ne nous concerne pas, on regarde quand même si elle nous impacte. Voilà. Oui, c'est vraiment important. Ouais. Notamment, par exemple, c'est une préoccupation aussi de Siemens sur les aspects automates, en fait, cet aspect cyber. Ah oui, sur l'aspect automate, c'est bon. Oui. Sur l'aspect automate, Siemens met travaille énormément sur la certification et sur l'aspect cyber. On a les seuls automates du marché à être certifiés à ANSI, donc l'association française. Et donc c'est important pour Siemens parce que il y a eu dans l'histoire des attaques spécifiques sur des automates Siemens, et depuis la cybersécurité au cœur de nos développements et au cœur de nos axes de réflexion, c'est évident. Un peu comme ce que vient de dire Thierry chez PTC. Ok, merci. Une question? Oui. À vous écouter ce matin, une question qui me vient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stopper l'influence grandissante de l'hégémonie américaine dans tous les domaines, techniques, scientifiques, industriels, propriété industrielle et plus encore linguistique? On pourrait commencer par baïonner Thierry, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. C'est mon... Je n'aurais pas pu traduire mon PowerPoint déjà, il est en anglais, je suis désolé. Je voudrais préciser que je suis français de l'étranger depuis 30 ans. On ne va pas faire de diplomatie à ce stade, mais vous avez raison. C'est une bataille de tous les jours, c'est une bataille culturelle. Il y a un des sujets que j'illustre assez mal, hein, c'est que la France a décidé de promouvoir l'industrie française à l'export en s'appelant French Fab. Donc bon, mais c'était pour peut-être promouvoir justement cette dynamique à l'international. Mais alors plus récemment, néanmoins, Bercy a lancé un nouveau label qui s'appelle Fabriqué en France, avec un nouveau logo pour redonner cette lettre de noblesse au langage français, y compris dans le domaine technique où on aime bien les barbarismes anglais. Mais au-delà de ça, je trouve que ce que met en place aujourd'hui le ministère de l'Industrie, en travaillant sur les relocalisations, en favorisant justement un certain nombre de productions, de la souveraineté d'un certain nombre de productions clés, va dans le sens que vous évoquez. Mais après, c'est une bataille culturelle. Quand on parle de l'industrie, il y a encore toute une partie de l'opinion publique qui considère que l'industrie est synonyme de pollution, d'émissions carbonées, alors que je considère que l'industrie, c'est aussi indépend de la solution pour travailler sur des process décarbonés, éviter justement des transports d'un bout à l'autre de la planète en travaillant de manière plus locale. Donc les politiques publiques vont aller dans ce sens-là. Et puis au-delà des politiques publiques, le jumeau numérique qu'on a évoqué, c'est quand même une des solutions une des solutions technologiques qui permet justement à l'industrie de gagner en compétitivité pour qu'on puisse conjuguer un fabriqué en France et des prix qui soient abordables par rapport à une concurrence. Puis après, il y a d'autres outils politiques, douaniers, comme les taxes carbone aux frontières qui sont en train d'être travaillés par Bercy en ce moment. Je ne sais pas quand ces outils verront le jour, mais néanmoins, ça fait partie de l'arsenal pour travailler dans le sens que vous évoquez. Voilà. Donc sans faire de diplomatie, il y a quand même des actions qui se mettent en œuvre. Et pour revenir au sujet qui est le jumeau numérique, je pense, peut participer à l'effort que vous évoquez. Je ne sais pas si l'anglais est le problème, hein, parce que on est... oui, l'américain, voilà. Donc on est européen, j'ai envie de dire aussi, si on le voit au niveau européen ou au niveau français seulement. Le Royaume-Uni est sorti du Brexit. Oui, mais l'anglais ne devrait plus être une des langues officielles de l'Europe, malheureusement. Ursula von der Leyen, elle fait ses discours en anglais, Monsieur Macron aussi, c'est un peu dommage. Non, c'est bon. On est bien chez Oui Network. Oui. Ici, vous avez Une dernière question.
Yann. Une dernière. Oui, c'est vrai. Bon, désolé. Je n'étais pas là. C'était pas beau, hein. C'est pas beau. Une dernière question, je vous le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on entendra. Oui, j'avais plusieurs questions que je me suis notées tout au long de la matinée. On manipule des physiques hétérogènes, des données hétérogènes. On les commet au fil du temps, donc il y a un cycle de vie également en conception. Et je me posais la question sur les standards, sur les protocoles qui interconnectent la plateforme qui intègre le jumeau numérique avec des outils tiers qui sont divers, multiples, hétérogènes, et des cycles de vie de conception qui sont également tout à fait hétérogènes. Donc ma question pourrait être, est-ce qu'émergent des standards, des normes sur les formats des données que l'on peut intégrer à travers une plateforme, sur les protocoles, et une autre donnée également, c'est à quel moment on établit le jumeau numérique lorsqu'on veut le concevoir tout au long de la conception, sachant qu'on a plein de métiers, plein de personnes qui vont travailler de manière déconnectée souvent, et comment tout ça peut se mettre en place. Alors je peux commencer par les protocoles. Donc les protocoles, il y a plusieurs tendances. Ça va dépendre de votre contexte. Donc les protocoles, c'est... En général, on est dans l'Internet des objets, donc ça veut dire qu'on utilise Internet comme couche de transport. Ça veut dire quoi? On va utiliser HTTP comme protocole, HTTPS. On utilise HTTP, HTTPS quand on est en général, quand on maîtrise son infrastructure, c'est-à-dire qu'on connaît les adresses IP de tous ces serveurs. Tout est en local, donc je maîtrise l'administration de la machine locale, la machine distante, de mon client, de mon serveur, de mon sous-serveur, etc. Ça, c'est un premier niveau de protocole. Donc, on fait du direct quand on maîtrise son infrastructure. Après, on a d'autres types de protocoles comme MQTT, AMQP, des protocoles qui sont des protocoles de souscription. Donc, je vais souscrire à des événements, à des messages. Donc, MQTT, évidemment, c'est un protocole qui a le vent en poupe, surtout quand on est dans un environnement dans lequel l'infrastructure est répartie. Et distribuée. Et donc c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez besoin de connecter un container qui est sur un bateau en plein milieu de l'océan, il ne fait pas partie de votre infrastructure. Vous avez donc utilisé des protocoles de communication qui sont ceux qui sont liés à la communication par satellite, et ensuite à la formalisation des données pour pouvoir aller lire les messages à travers des outils qui peuvent être des outils comme... des back-ends ou des brokers comme RabbitMQ ou Kafka ou des choses comme ça. Ça va être un peu l'infrastructure que vous allez construire autour de ça. Mais c'est surtout un environnement où vous allez vous abonner. Donc il y a deux méthodes. Il y a les environnements directs et les environnements où on s'abonne. Donc en gros, associé à ces deux environnements, il y a toute une série de protocoles. Il y a des protocoles existants et des protocoles qui sont nouveaux et d'autres qui sont à venir. Et OPC-UA, parce que est-ce que c'est pas demain, OPC-UA, en fait, c'est ça. Alors ça, c'est plus qu'un protocole, parce qu'OPC-UA, oui, c'est au-dessus de ça, et ça vise à normaliser un petit peu justement l'environnement extrêmement hétérogène. Donc ça fait partie des gros travaux qui sont menés. La plupart des solutions dans le manufacturing qu'on propose aujourd'hui, elles non seulement elles vont supporter du Modbus, du BACnet, des choses comme ça, elles vont aussi supporter OPC-UA. OPC-UA, ça veut dire une infrastructure dans laquelle on a clients-serveurs qui sont compatibles avec ça et qui normalisent en fait les machines qui sont associées à cet environnement. Et ça, en fait, il y a deux stratégies, on va dire. C'est soit en fait OPC-UA, c'est dès la sortie de la machine. Dès la couche basse. Ou en fait, au niveau des gateways, vous, en fait, quelle est votre position par rapport à ça? Les deux, en fait, en sortie de notre machine ou dans un environnement hétérogène, parce que Siemens n'est pas full dans toutes les usines, donc on sait interagir avec des automates qui ne sont pas des automates Siemens, et prendre le protocole OPC-UA pour injecter nos données dans notre edge, voilà, et après faire le traitement de l'information. Après, il y a un autre protocole qui est le FMI aussi, parce que le jumeau numérique doit être exploité, et donc quel que soit l'environnement de développement, aujourd'hui il y a un standard qui s'appelle le FMI, qui est censé pouvoir aller développer un modèle qui est complètement neutre de son logiciel utilisé pour pouvoir être réinjecté et être réutilisé en conditions opérationnelles. Donc ce standard FMI est un standard sur lequel tous nos logiciels aujourd'hui permettent d'exporter sur ce format FMI
quelle que soit la physique, avec nos solutions multiphysiques, pour pouvoir avoir réexploiter ce modèle, ce jumeau numérique en conditions opérationnelles. Donc le standard FMI. C'est un standard qui dépend de quel consortium? C'est propriétaire, consortium, c'est quoi? Non, c'est un consortium entre plusieurs éditeurs de logiciels, dont Siemens fait partie. C'est pas mono, c'est pas unique à nous, hein, mais voilà. FMI, FMU, je ne sais plus quels sont les partenaires exactement, mais dans l'ensemble des éditeurs. Mais c'est vrai que ma question touchait plutôt ces notions de phase d'ingénierie où je suis sur des outils CAO hétérogènes et autres. Donc après, il y a des protocoles qui permettent d'aller... Si on prend par exemple une machine Siemens S700, par exemple, la plus répandue, il y a des gens qui vont aller jusqu'à l'automate et des gens qui voudraient aller jusqu'à la CTN. Ça va dépendre aussi. Et des fois, la CTN n'est pas exposée. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut prendre en considération. On revient en fait au service, à l'usage. Vraiment une dernière question, parce que Yann Jobert est obligé de nous quitter parce qu'il avait des obligations extérieures. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parfait, bon, j'espère qu'on a été très clair. Messieurs, alors, en conclusion, je ne sais pas s'il y avait un conseil à donner pour se lancer. Renommer WeNetwork. Très bien. Parfait, on va vous garder. On l'a pas payé. Ça va bien. Merci à tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur le conseil, c'est la gouvernance, c'est vraiment, on en a parlé, c'est vraiment l'élément clé de la réussite de la transformation digitale. Il faut qu'il y ait une gouvernance en place. Il faut qu'il y ait, et donc on voit dans les entreprises des organisations dans lesquelles on trouve le Digital Transformation Officer, désolé de dire ça en anglais, mais c'est les termes qui sont comme ça. Et même en France, hein, dans les postes hiérarchiques, on appelle ça le CTO, le CEO. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Non, mais la gouvernance, mais je retiens aussi le collaboratif en fait. Ça va être le point important, hein, c'est-à-dire d'impliquer les différentes. Mais il faut qu'il y ait un sponsor aussi. C'est important qu'il y ait un sponsor. Le sponsor est très important et en général, le sponsor dans l'entreprise qui fera le succès de la transformation digitale, c'est parce que lui, il a vu tout de suite les enjeux financiers, il va y aller, quoi. Non, les éditeurs de logiciels, surtout l'américain. Merci messieurs. Bon. Merci à vous. Bien, donc on va clore en fait cette matinée sur ces propos. Donc j'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. N'hésitez pas à revenir vers nous, alors de serait-ce déjà pour vous orienter, vous conseiller, mais aussi peut-être vous aiguiller vers des aides financières. Sachez qu'il y a notamment une aide de la région qui est l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt sur l'industrie du futur, et ce type de projet peut être éligible à ce type de dispositif. Donc n'hésitez pas, la région est preneuse aussi de vos beaux projets hein, dans le domaine et serait ravie de pouvoir les soutenir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je remercie encore nos intervenants pour la qualité de leur présentation, ceux qui sont dans la salle ici ou ceux qui sont encore dans la salle. Et puis j'espère à très bientôt sur de prochains événements. N'hésitez pas aussi... je sais pas si, je pense que vous le savez, en fait, il y a un salon de l'industrie, enfin, il y a le CPM qui est juste à côté. Donc cet après-midi, si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à aller sur le CPM. On pourra vous y accueillir sur notre stand, d'ailleurs, sur le forum de l'électronique, qui est un salon en parallèle. Donc n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt.